Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On sera en direct de la Boucan, enfin ce sera un petit différé de ce matin. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. On roule pour l'actu. Nous sommes le mardi 7 septembre 2021, le jour effectivement où l'Organisation mondiale de la santé vous déconseille fortement de vacciner vos enfants. Et malgré une situation épidémiologique au beau fixe et stable ici en Guadeloupe, eh bien les autorités se veulent peu rassurantes quant aux jours à venir. L'ARS déplore un net relâchement des gestes barrières lors des mouvements sociaux et n'exclut pas un rebond épidémique dans 2 semaines. La fameuse 5e vague prévue même avant la fin de la 4e tarde à arriver. Le national en tout cas qui lui est plus touché visiblement de cas, pas de décès ou quoi que ce soit. Mais en tout cas le national semble avoir atteint son plateau épidémique et entamé sa phase de décrue. Ça devrait se confirmer dans les jours qui viennent avant la fin de semaine. Et en tout cas on assiste tout de même à un durcissement des mesures sanitaires, notamment avec le port du masque obligatoire partout, même dans les écoles, et la fermeture des discothèques pendant 4 semaines. Alors il est bon de rappeler, n'est-ce pas, les gestes barrières, dont le plus important, à savoir se laver les mains, eau et savon de préférence, n'est-ce pas? Et effectivement, n'oubliez pas aussi de vous maintenir tout simplement en santé avec une bonne alimentation et une activité physique. Notez également que les tests PCR restent gratuits jusqu'au 31 décembre prochain, une date qui coïncide avec la fin du report des suspensions des personnels de santé, et ce qui permettra d'éviter une chute drastique du nombre de tests ces prochains jours. Et dimanche dernier, 2 consoeurs de Guadeloupe, la première, ont été prises à partie lors d'une manifestation. Un incident isolé mais dénoncé par le syndicat national des journalistes de France Télévisions. On fait le point avec Olivier Lancien. C'est une prise de position du syndicat national des journalistes de France Télévisions parce que depuis le début de la crise, il y a des individus isolés qui s'en prennent aux médias, pas seulement Guadeloupe Première, les autres médias aussi. Donc dimanche dernier, il y a eu un palier supplémentaire qui est intervenu avec un individu surchauffé qui s'en est pris à 2 consoeurs de Guadeloupe la Première et elles ont été choquées. Donc on a pris cette position pour dénoncer en fait cette situation qui concerne une minorité de personnes, des gens isolés qui sont surchauffés. Il a fallu dimanche dernier que les leaders syndicaux interviennent pour que l'individu se calme. Donc il y a des dispositions qui doivent être prises pour éviter ce genre de situation. Les personnes doivent être, certes on comprend l'exaspération, la colère, mais il faut avoir raison, garder son calme, parce que ce sont des gens qui sont greffés à la mobilisation. Les syndicats sont dans leur rôle, les autorités sont dans leur rôle, ils discutent, il y a un bras de fer, mais tout ce qui est à côté, tout ce qui est en marge peut nuire à l'information. Une défiance, je ne sais pas, en tout cas c'est une situation de crise, les personnes ont une certaine vision, d'autres ont d'autres visions, et peut-être qu'ils n'apprécient pas certaines visions, mais nous on essaie de donner toutes les versions de cette situation de crise. C'est la liberté d'informer, donc tout doit être pris dans son ensemble. C'est important, ce n'est pas uniquement pour Guadeloupe la Première, mais c'est pour toutes les presses de Guadeloupe, parce que la liberté d'informer, c'est un pilier de la démocratie. Il faut que toutes les opinions soient entendues et que toutes les opinions soient dites sur la presse, que ce soit écrite, que ce soit la presse audiovisuelle, que ce soit la presse sur Internet. Une Guadeloupe sous tension, vous le savez, avec un couvre-feu à géolocalisation variable qui évolue. Les communes, on a effectivement 3 types de zones maintenant, à savoir les communes sans couvre-feu, comme Saint-François, Anse-Bertrand ou encore Saint-Claude. Celles avec couvre-feu de 22h à 5h du matin, comme Bémao et Goyave d'ailleurs, et celles avec restriction de 20h à 5h du matin, comme les communes de Capesterre-Belle, Sainte-Rose ou encore Le Gosier.
ça va être compliqué tout ça. Léo Kachouye, faut pas au paiement, ou autrement dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Un dicton employé par Gabi Clavier, secrétaire de l'UTS UGTG, qui comparaissait ce matin devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour des menaces proférées à l'encontre du directeur du CHU, Gérard Cotellon. Un procès lors duquel le leader syndical a dénoncé la gestion de crise mortifère lors de la 4e vague. Selon lui, par ailleurs, pour un simple vaccin, on empêche aux soignants d'exercer leur métier, une attitude qu'il qualifie de criminelle. On l'écoute au micro de Michel Depape et d'Annick Zandronis. Bien, ça bon, ça nous qu'a dit, là, on voit le président qu'a répété encore, là, on voit pas tuer, on va pas mort. Ok? Ça veut dire tout ça, on va faire au monde, on peut faire au lit. Alors, on nous met nous gentils, parce que là, on va licencier des milliers de Guadeloupéens dans tout l'hôpital, clinique, établissement conservatif handicapé, pompiers, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ils sont criminels. Ils ont, c'est des criminels. Okay? Criminels pour les gens qui sont licenciés, mais criminels également pour les malades qui n'ont pas de soins. Des malades qui ne peuvent pas accéder aux soins. Des malades qui déjà pour depuis l'année de Kagoumé puis opérer savoir mon soigner correctement. Aujourd'hui là, on prend un vaccin, on peut empêcher les malades de soigner. Ça c'est des criminels. Et il n'y a pas de vaccin, encore une fois, qui a résolu le problème à Guadeloupe. Nous avons bien dit, si on ne prend en charge correctement les 100 000 Guadeloupéens qui ont comorbidité en Guadeloupe, nous partons 500 en 3 mois dans CHU La Pointe. Donc aujourd'hui là, nous avons constaté, nous avons confirmé, c'est ça, le procès là aujourd'hui là. C'est qui est responsable, à drame social là, drame humain là, drame professionnel là qui est en train de construire en Guadeloupe là. Aujourd'hui là, on va dire des infirmiers libéraux, des médecins, des cardiologues, des kinés, des psychologues, des infirmiers, des cuisiniers, des centaines de Guadeloupéens, des centaines de familles. Là, on a 5000 personnes qui viennent ici, mais mettez les va au 4. Combien de monde qui a foutu dehors? Rapportez à la population française qui a fait des centaines de milliers de personnes qu'elles ont mettre en difficulté. Donc, les gens qui a dit aujourd'hui là, que parce qu'encore une fois, travailler en lutte, parce qu'encore une fois, travailler à dénoncer, parce que la jeunesse joue un mouvement qui a conscience de ce fait dans là, c'est des criminels. Crime là, c'est eux qui ont organisé. Ils ont organisé depuis l'esclavage, ils ont organisé depuis les canina, et ils ont continué à organiser aujourd'hui là pour des sociétés qui soient disant éclairées vis-à-vis des gens qui font l'école, qui font études, qui misent avec famille pour réussir professionnel, pour nier un métier. Aujourd'hui là, ils ont changer de métier parce qu'il n'y a pas de vaccin. On vaccin, on sait qui non seulement il pas protéger, il ne pas protéger non plus pour d'autres gens qui sont l'entourage. On vaccin que chose là, quand ils ont ça, puis protéger, il faut prendre 1, 2, 3, 4, 5 doses. À part ça, ils ont dit nous avant. Ils ont dit nous, on ne pas porter masque, pas mettre gel, pas bouger gants, pas où peut travailler. Ils font mon travail à l'hôpital alors qu'il y a du Covid. Ils mettent dans la même chambre là à l'hôpital, gens qui ont Covid, gens qui pas de Covid. Aujourd'hui là, qui est criminel, c'est nous. Ou ces autres qui organisent, moi monde parce que comme ça pas te payer travail, parce que pas tenir place, parce que pas tenir médicaments, parce que pas tenir respirateur, parce que pas tenir encore une fois organisation des soins corrects, qui est en ville, qui est à l'hôpital. Je dis là, c'est des centaines de Guadeloupéens qui m'ont pas faute à eux. Et le monde qui devient fou avec ce pass sanitaire et cette obligation vaccinale. Notez ce fait divers par exemple. En Allemagne, un père de famille a tué ses 3 enfants, sa femme, avant de se suicider. Tout ça pourquoi? Parce qu'il craignait d'aller en prison pour avoir falsifié donc un pass sanitaire. On va essayer de parler de choses un peu plus gaies, quoique pas trop, mais bon, on va essayer en tout cas avec le docteur Isabelle Lamoury qui vient nous parler effectivement de la journée de lutte contre le sida qui est un peu passée inaperçue cette année, docteur. Oui, vous pouvez enlever. Oui, bonjour et merci beaucoup de me permettre de venir. C'est vrai que c'était la semaine dernière, la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, mais bien évidemment, vu la situation... C'est un peu passé sous les radars. C'est un peu passé sous les radars, mais ça reste vraiment important pour notre région qui est lourdement impactée toujours. On est une des premières régions de France avec un nombre important d'infections par le VIH. Donc restons mobilisés et malgré le Covid... Mais justement, est-ce que vous en avez un peu pâti de cette gestion de crise où tout a été un peu axé, focalisé sur le Covid? Ouais, c'est difficile de répondre rapidement à cette question. Hein. En tout cas, en tant qu'infectiologue, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Bien évidemment, la pandémie Covid nous a bien évidemment concernés en première ligne, pas que nous, mais en première ligne, c'est une maladie infectieuse. C'est la deuxième grande pandémie après celle du sida qui a émergé il y a 40 ans. C'est la première pandémie de ce siècle, le Covid. Depuis 2 ans, on est face à cette situation avec plus de 5 millions de morts dans le monde pour le Covid. Je rappelle qu'il y a eu 35 millions de morts du sida
depuis les années 80. Depuis son apparition. Depuis son apparition. Donc oui, on est bien entendu en première ligne dans nos services de soins avec mes collègues pour le Covid, comme on est en première ligne depuis, pour le suivi des patients qui vivent avec le VIH avec nos collègues médecins généralistes, mais pour le suivi spécialisé. Et on est impacté comme les infirmières, les autres soignants. Tous les autres services finalement. Ça a touché parce que depuis le début de l'émergence du Covid, avant même qu'il y ait la vaccination comme outil de réponse, nos équipes, elles ont été impactées pour faire les tests diagnostiques quand il y a eu la première vague, pour faire donc de l'information, du dépistage, l'accueil des patients dans le service. Donc bien sûr que tout ça, ça a impacté non seulement les services hospitaliers de soins, mais aussi les lieux de dépistage et de prévention où nous travaillons pour lutter contre le VIH, les infections sexuellement transmissibles. Donc, dans les équipes des centres gratuits des Cégides, elles ont été mobilisées pour faire du dépistage, faire des tests dans le nez avant que l'année dernière, une grande partie de l'année dernière. Les associations aussi, comme la Croix-Rouge, qui nous aidaient aussi pour faire du dépistage VIH-IST depuis 2 ans. Elles ont surtout été mobilisées sur le dépistage, sur la vaccination Covid. Est-ce que les autotests, puisqu'on sait qu'il y a aussi des autotests finalement pour le VIH, est-ce qu'il y a une multiplication de ce type de tests ? En tout cas, ce qui est... Donc, il existe des autotests pour le VIH, bien sûr. Ça fait partie de ces outils innovants qui ont émergé il y a déjà 5-6 ans, mais ça coûte cher quand même. Ce n'est pas pris en charge par la Sécu. Donc, ça coûte entre 15 et 25 euros. En Guadeloupe, je crois qu'encore l'année dernière, à peine 200 autotests ont été achetés. Donc, on en donne aussi gratuitement dans les structures, que ce soit des associations comme l'association Aide, la Croix-Rouge ou les Cégides. Mais ça ne rattrape pas ce que l'on constate depuis 2 ans. C'est-à-dire que depuis que le Covid est là, eh bien, le dépistage et le recours aux prises de sang pour faire des tests VIH, au TROD, les tests au bout du doigt, les tests dans les laboratoires, auprès des associations, auprès des Cégides, ça a diminué de plus de 30%. Ça veut dire qu'en pratique, ce qu'on peut craindre, c'est qu'on espérait pouvoir mettre fin à l'épidémie VIH d'ici 2030, voilà. En tout cas, que ça ne soit plus un problème majeur et qu'il n'y ait plus de morts indues du sida et que tout le monde qu'on puisse contrôler cette épidémie. Malheureusement, depuis 2 ans, les indicateurs montrent qu'il y a une baisse du recours au dépistage, une baisse au recours aux outils de prévention, et il y a eu des nouveautés en ce domaine, on pourra peut-être en parler. Et donc ça nous fait craindre que finalement on ne puisse pas mettre fin à l'épidémie. Et pour notre région, c'est encore une fois qui est particulièrement frappée, c'est aussi un enjeu important. Alors, on peut dire que est-ce qu'on peut dire effectivement déjà que la crise Covid a permis un peu plus... Est-ce que la crise VIH a permis d'aborder, on va dire, un peu mieux cette crise Covid ? Et un deuxième point, ça reste sur celui des traitements, puisque tout le monde était surpris par la rapidité de la création du vaccin ARN messager pour le Covid. On a annoncé, on a ouï dire effectivement que pour le sida, peut-être qu'il y aurait quelque chose dans les clous. Tout le monde était surpris quand même qu'il y ait 40 ans de marge entre les deux. Est-ce qu'on avance au niveau de la recherche pour le VIH-sida ? Alors, je peux comprendre que les gens s'interrogent quand on n'est pas spécialiste. C'est normal qu'on se pose ce genre de questions. Mais vraiment, construire un vaccin pour le virus du sida, contre le virus du sida, c'est très compliqué parce que ce virus, il a la capacité d'intégrer notre propre système immunitaire. Et c'est parce qu'il va le détruire au fur et à mesure des années qu'on va mourir du sida si on n'a pas de traitement. Au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas mourir du sida parce qu'il y a des traitements qui permettent de vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le virus, à condition qu'on ait accès à ces traitements. Mais la vaccination... Est-ce qu'on est toujours sur la trithérapie d'origine ? Il y a quelques années, est-ce qu'on est toujours sur une trithérapie ? On est sur des traitements qui sont beaucoup plus simples, avec une efficacité excellente, une tolérance excellente, qui fait qu'une personne qui est prise en charge pour le VIH et qui est traitée, elle va vivre aussi longtemps qu'une autre personne qui n'a pas le virus grâce à ces traitements. Et c'est des traitements d'1 comprimé par jour. C'est plus la lourdeur des traitements qu'on connaissait il y a 10 ans. Ce qui pèse sur les gens, c'est plus le regard des autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore
qu'une personne qui a le VIH, c'est une personne qui est condamnée, c'est une personne qu'on ne peut pas approcher, qu'on ne peut pas faire travailler, avec qui on ne peut pas vivre, on ne peut pas être amoureux d'elle, on ne peut pas avoir d'enfant avec elle. Or, une personne qui est traitée, elle ne transmet pas le virus, elle peut vivre tout à fait normalement. Mais ce qui pèse sur ces gens, sur les personnes qui vivent avec le VIH, sur les malades, eh bien, finalement, c'est encore le regard que les autres portent sur eux. Et pour revenir sur la vaccination, parce que ça me paraît un point important, surtout après ce que je viens d'entendre, je ne peux pas ne pas le dire. Enfin, non, le vaccin ARN, c'est une technique innovante, mais qui n'est pas sortie du chapeau. Ça fait des années que ces techniques sont utilisées dans d'autres domaines de la santé, notamment en oncologie, qu'il y a eu des vaccins qui sont en cours d'expérimentation pour le Zika ou pour d'autres pathologies, aussi à ARN. Maintenant, c'est une chance qu'on a, parce que pour la pandémie Covid, d'avoir en moins d'un an la possibilité de cet outil de prévention. C'est une chance, mais c'est aussi ce qui crée un peu une défiance. C'est que le délai est extrêmement court. Oui, non, mais je crois que la défiance, elle ne repose pas que là-dessus. Alors, certains certains mettent en exergue ce qui n'est absolument pas scientifiquement vrai d'ailleurs, d'accord ? Mais donc ce vaccin ARN, il n'a rien d'inquiétant. C'est encore une fois une technique qui permet en plus de construire rapidement des vaccins et de les ajuster. Donc encore une fois, c'est vraiment une chance inouïe. Et moi, ce qui me rend triste et qui me met même un peu en colère, même beaucoup en colère, c'est que je ne comprends pas l'amalgame que l'on fait avec d'autres problèmes qui sont tout à fait sérieux à prendre en compte, des inégalités qui aggravent l'accès aux soins, etc. Mais la vaccination, moi je vois des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc je n'ai pas vu gens mourir de la vaccination. Et j'ai comme mes collègues, en tant qu'infectiologue... Il y a beaucoup de débats, il y a débats à venir sur cette question. Donc il n'y a pas de débat sur cette question, les chiffres sont là. Donc je trouve que c'est dommage mais justement, c'est écrit noir sur blanc. Si c'est écrit noir sur blanc, si on va sur les chiffres de Dravigilance, sur les chiffres de Santé publique France, on voit bien qu'il y a des remontées sur les effets secondaires indésirables graves. On voit quand même qu'à la ligne de décès, on ne nous a jamais vraiment expliqué à quoi il correspondait vraiment. Vous voyez. Donc comme c'est écrit... Vous avez raison, que ce qui est difficile pour les personnes, c'est effectivement d'assimiler toutes ces données. Et donc on nous noie de chiffres, on nous noie de données, et donc on est je comprends l'inquiétude, la peur, la défiance. Donc, effectivement, il y a beaucoup de progrès en communication et on pourrait aussi s'inspirer un petit peu... On commence à progresser, effectivement. Par rapport au VIH. Donc, oui, pour finir sur votre question de la vaccination ARN, dans le domaine du VIH, le dernier essai de grande ampleur, malheureusement, a été clôturé cette année de façon prématurée, parce que le vaccin qui avait été mis en expérimentation avait un niveau de protection très faible, de moins de 30%. Donc, et on a un espoir, à nouveau, avec un vaccin ARN, mais c'est pas, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué de faire un vaccin contre une maladie qui met 10 ans et qui s'installe dans votre système immunitaire avec des réservoirs qui se constituent très rapidement. C'est pas du tout la même chose qu'un vaccin contre le Covid. Donc, Donc forcément, l'élaboration ne sera pas la même, on ne sera pas sur les mêmes délais. Et voir effectivement cet échec qui s'attendait... Et pour ma part, on suit à l'hôpital plus de 1000 personnes qui vivent avec le VIH. Et pour ces personnes, pour bien vivre avec le VIH, c'est de bien sûr s'occuper de leur traitement pour le VIH, mais aussi de s'occuper de tout le reste. Parce qu'elles vieillissent avec le VIH. Donc elles ont du diabète, elles ont de l'hypertension. Donc je vois avec elles aussi pour qu'elles soient bien vaccinées contre la grippe tous les ans, pour qu'elles soient vaccinées contre des pathologies qui sont plus graves chez elles. Et la pathologie Covid, c'est une pathologie qui peut être plus grave chez les patients qui vivent avec le VIH, comme beaucoup d'autres personnes qui ont des pathologies, d'autres comorbidités. Et donc, moi, j'ai des patients qui en sont à leur 3e dose, parce que c'est ça le schéma vaccinal complet. Pour le moment ? En Israël, on a déjà les échos de la 4e. Non, je crois qu'après, il faut... Moi, j'en sais rien. Ça inquiète aussi. Mais oui, mais vous savez, par exemple, pour l'hépatite B. Vous savez, l'hépatite B, c'est une maladie qui se transmet par voie sexuelle et qui tue aussi des centaines et des centaines de milliers de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la vaccination comme nous. D'accord ? On est vacciné tout petit maintenant. Mais cette hépatite B, pour être protégée, il faut 3 doses. Une première dose, une autre dose à 1 mois et une dose à 6 mois. Pour le tétanos, c'est pareil, avec des rappels qu'on fait tous les 10 ans. Donc, chaque infection est différente. Donc, pour l'instant, on ne peut pas demander aux gens
voilà, il y a 6 mois, le vaccin a émergé pour le Covid l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc là, on s'aperçoit que l'immunité, finalement, on la perd au bout de 5 à 6 mois, 5-6 mois. on la perd. Donc, pour la plupart d'entre nous. Donc, d'où l'intérêt de cette troisième dose. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'assurance justement dans la communication de départ, énormément d'assurance sur l'efficacité immédiate du produit? Oui, après, ce que je pense, c'est que ce qu'il faut, à mon avis, c'est pas jouer sur les peurs. Il faut savoir dire ça je sais pas. On en est là, voilà. Et c'est pareil pour le VIH. Quand on est sur des fausses croyances, quand on est à dire il faut faire peur aux gens, la seule valeur c'est la fidélité, le préservatif, sinon circuler, il n'y a rien à voir, eh bien c'est 20 ans d'échec de politique de prévention, d'accord? Donc il y a d'autres outils, on doit intégrer ces risques dans notre vie. On ne doit pas croire que si on ne sort pas de chez soi, on est à l'abri. C'est pas parce que je suis fidèle que je suis à l'abri du VIH, parce que je sais ce que je fais, je ne sais pas. Le partenaire donc voilà, on a tous besoin de se faire dépister régulièrement, d'accord? Pour le Covid, certains me disent ah mais moi de toute façon je me lave bien, c'est important de se laver les mains. Je mets un masque, c'est important, d'accord? Mais je ne sors pas de chez moi. Enfin, on sort tous pour faire 3 minutes une course, d'accord? Quand même. Donc c'est des fausses croyances et des fausses réassurances, ou de se dire, et des fois je ferai le parallèle aussi sur ça, ce qui me met parfois en colère, c'est que je peux comprendre encore une fois des personnes, hein, mais c'est souvent lié à une certaine, quand je dis ignorance, c'est pas pour être d'accord, mais c'est à nous de mieux communiquer. C'est de dire c'est la faute des touristes, d'accord. Pour le sida, c'est la faute des étrangers, c'est la faute du haïtien, c'est les homosexuels, mais moi je suis pas concernée parce que je suis en Guadeloupe, la majorité des gens qui sont infectés par le VIH, c'est des personnes qui se contaminent sur des relations hétérosexuelles, hommes-femmes, d'accord. C'est pas des personnes qui prennent des risques de façon majeure, mais elles se sentent pas concernées, donc elles se protègent pas spécialement et elles se font jamais dépister. Au jour d'aujourd'hui, en Guadeloupe, parmi les personnes qui sont nouvellement diagnostiquées encore en 2020, plus d'une personne sur 2 n'avait jamais fait de test de dépistage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, pendant plusieurs années, elle a contaminé d'autres personnes sans le vouloir, parce que comme elle se sentait bien et pas concernée, elle n'imaginait pas qu'elle pouvait être porteuse du virus du VIH, et elle continue à contaminer des gens. Donc garder une certaine fréquence quand même sur ce genre de test, quoi qu'il arrive. Ah oui, alors après, je crois que chacun... Un petit bilan annuel? Un bilan annuel, un bilan tous les 2-3 ans, si vraiment, en fonction, on a une vie très... active. Et encore, entre guillemets, et puis ça peut être plus souvent. Puis on a des vies, c'est pas... voilà, il y a des fluctuations dans nos parcours de vie, donc il faut ajuster. Et puis savoir que le dépistage que l'on fait, il est pour soi. Il y a aussi encore des gens qui pensent... alors c'est pas pour stigmatiser les messieurs plus que les femmes, mais il y a des hommes qui se disent, ma femme a accouché, on lui a fait un test, elle est négative, donc forcément, moi, j'ai rien. Le VIH, ça ne se transmet pas comme le Covid. Là, si vous avez le Covid, bon, j'ai un masque et je suis vaccinée, d'accord? Donc, je ne suis pas protégée à 100%, on est d'accord, mais je suis protégée à plus de 90%. Mais pour le VIH, donc là, si je n'avais pas tout ça, la transmission, elle est importante pour le Covid. Pour le VIH, une relation non protégée, c'est un risque, c'est moins d'un risque sur 1000 d'attraper le virus sur une relation non protégée. Donc, bien sûr on peut l'attraper la première fois, comme on peut l'attraper au bout de la millième. Voilà, donc ça veut dire que dans un couple, c'est pas parce que madame n'a pas le virus que monsieur n'a pas le virus, et inversement. Donc c'est très important que les gens comprennent ça. Donc c'est un dépistage individuel qu'on doit faire régulièrement. Et puis surtout, on parlait à son médecin. Si on n'ose pas en parler à son médecin, si on n'a pas envie d'aller faire une prise de sang, on peut faire ces fameux tests que vous disiez. Bon, ils sont chers et j'espère que le prix va baisser. On peut aller dans des structures où c'est gratuit, ce qu'on appelle les centres gratuits de diagnostic et de dépistage. Il y en a un à Pointe-à-Pitre, il y en a à l'hôpital de Basse-Terre, il y en a 2 à Saint-Martin. Il y a des associations qui peuvent le faire aussi. Et puis très bientôt, là, j'espère, une chose qui va nous aider beaucoup aussi, c'est qu'on pourra aller dans un laboratoire, même sans ordonnance, parce que pour l'instant, si je veux me faire dépister pour le VIH, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Mais il me faut une ordonnance du médecin si je veux aller faire ça dans un laboratoire. Eh bien, à partir du mois de janvier, on n'aura pas besoin d'avoir une ordonnance de son médecin. Très bien. Donc ça peut être parfois un frein, donc c'est une nouvelle opportunité. Donc simplifier effectivement la démarche pour essayer en tout cas de globaliser les tests. Et puis dans les outils de prévention,
pour finir, je ne sais Oui, pas, oui, oui, oui. mais pour finir, c'est sûr qu'on n'a pas de vaccin, c'est pas demain qu'on aura un vaccin contre le VIH. Donc, mais par contre, les traitements qu'on utilise pour soigner les patients qui vivent avec le VIH, et nos patients, encore une fois, quand ils sont soignés, et 95% d'entre eux sont sous traitement et contrôlés avec ce traitement, ils peuvent avoir des relations sans préservatif, ils ne transmettront plus le virus, d'accord ? Eh bien, ces traitements, on peut les donner avant d'être contaminés. C'est-à-dire comme un peu la pilule. Ça s'appelle un traitement... En préventif, alors ? En préventif, tout à fait. Et ça existe depuis 2016. Mais en Guadeloupe, il y a encore très peu de gens qui connaissent ce traitement. Et la nouveauté, c'est que ces traitements qui étaient prescrits dans les services spécialisés de maladies infectieuses ou dans les centres que j'évoquais, depuis le mois de juin de cette année, alors c'est passé un peu inaperçu par rapport à tout ce qu'on a avec la 4e vague et tout ça, mais les médecins généralistes peuvent le prescrire. N'importe quel médecin peut prescrire ce traitement comme pour la contraception. D'accord ? Donc ça peut être un outil supplémentaire pour se protéger des infections. Merci beaucoup en tout cas, voilà. Dr Isabelle Lamaurie, d'être venue nous parler du VIH-Sida, mais aussi du Covid. J'aurais pris un débat avec vous sur le Covid, mais malheureusement, mais on n'a pas le temps. Merci. Mais c'est vrai que beaucoup attendaient justement certaines explications, certains débats contradictoires, et on n'a pas eu droit à ça. Enfin, ce que je souhaite, c'est que vraiment la Guadeloupe... sorte et qu'en même temps reste solidaire et qu'on lutte effectivement contre les inégalités qui nourrissent nos épidémies. Et ces inégalités, d'ailleurs, mettre fin aux inégalités, c'est vraiment des enjeux majeurs pour nos sociétés. Ça peut paraître un petit peu utopiste de dire ça, mais si on faudra y arriver, n'est-ce pas ? Mais il faut y arriver pour lutter contre le VIH, pour lutter contre le Covid, mais aussi pour les enjeux climatiques, pour l'accès à l'eau et pour tout ce qui est nos enjeux à court terme qui mettent en péril nos sociétés. De notre avenir, tout simplement. Merci, docteur, en tout cas, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée, bon courage. Merci. Et là, on va repartir sur le plan social, justement, avec les salariés de La Poste qui se préparent à rentrer en mobilisation. Bye bye. Et effectivement, ils dénoncent le management dans cette entreprise et réclament aussi des embauches pour les jeunes. Mettre fin aux inégalités. Alors, à cette situation à La Poste, nous avons dit très clairement que depuis le début de la crise, La Poste a décidé de supprimer des positions de travail. Et il supprime 33 positions d'office, rien qui est au courrier. Je dis là, ça est impacté par les suppressions de postes directement, c'est le service du courrier. Alors, il faut savoir là, nous déposons préavis de grève à l'Ejari, à les sites à Jari et à les sites à Bemao. Les principales revendications, c'est, nous avons dit, l'arrêt de la méthode managériale, faite par, ça va créer l'infantilisation à travailler, mais aussi par une espèce de discrimination, notamment des représentants syndicaux. Nous avons dit, revendication que nous avons portée aussi, c'est pour l'emploi, principalement par l'emploi, parce que depuis quelques temps, nous avons une crise sociale qui a touché nous, et crise sociale là, ça aussi, prioritairement, au-delà du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale que nous avons combattu, et toutes les libertés qui sont autour de ça, on a une question qui est fondamentale, c'est question à l'emploi à la jeunesse. Et par rapport à ça, La Poste a décidé de supprimer un paquet de positions de travail qui est justifié, qui est calculé sur des outils sortis directement des métropoles et qui n'est pas qu'à prendre en compte la réalité du pays là. Ça. Et c'est pour ça que travailler du bout, parce que quel que soit ça fait dans les réorganisations et ça va proposer nous, ça n'y qu'une engendrer, ça va créer la dégradation des conditions de travail, mais aussi la qualité de vie au travail. Et puisque jamais, travailler du bout, et nous avons dit La Poste, nous que de tous côtés, si on ne pas attendre, parce que nous sommes la première organisation dans La Poste, et nous sommes pratiquement les seuls aussi qui ont déposé des préavis de grève. Et par conséquent, nous avons dit très clairement, si on ne pas attendre, on ne pas écouter, nous avons déposé des préavis de grève de tous côtés où la travailler du bout. Les élus de leur côté ont présenté leurs propositions de méthode dans le cadre des négociations avec les collectifs en lutte. Pendant près de 10 jours, des groupes de travail échangeront autour de 5 ateliers regroupant les 15 thématiques proposées par les associations et syndicats. Quid de la question du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale qui ne rentrent pas dans leur champ de compétences? Le reportage.
Nous sommes dans une démarche de rencontre, de négociation. C'est pour ces raisons que nous avons présenté notre projet, notre proposition de méthode. Contre-proposition, je disais, simple et efficace, qui nous permet effectivement de sortir le plus rapidement du conflit, parce que les Guadeloupéens ont envie de sortir de ce conflit. Quand on écoute l'opinion publique a envie de sortir de ce conflit-là. Alors sortir bien sûr par la négociation, sortir par la discussion, sortir avec des solutions. Tous les élus, tous les maires étaient avec nous dans cette conférence de presse, ont signé la proposition que nous allons envoyer au collectif pour leur dire que nous sommes prêts à travailler dans l'intérêt de la Guadeloupe. Si on aime la Guadeloupe, on doit pouvoir s'asseoir et travailler. Il y a des compétences qui nous concernent, départements, régions et communes. Nous avons déjà travaillé sur ces compétences. Nous vous avons présenté un certain nombre de propositions et tout ce que nous souhaitons, c'est avec les socioprofessionnels, avec l'État, amplifier ces mesures, amplifier ces dispositifs pour que nous puissions proposer un véritable plan pour l'ensemble de la jeunesse et de la population guadeloupéenne. Nous avons vu un peu les thèmes, les 16 ou 17 thèmes. Il n'y a que le premier effectivement qui relève de l'État, mais nous avons la possibilité, les moyens de répondre aux 16 autres thèmes dans l'intérêt des Guadeloupéens. Un reportage signé Maxime Morel. Et la ville de Morne-à-l'Eau, elle désigne la CEMAG pour la réalisation d'opérations d'urbanisme, notamment dans le cadre de son projet Cœur de Ville Grippon. La CEMAG aura à charge l'étude et la réalisation de la nouvelle médiathèque ou encore la réfection de l'église de la ville. Le reste en images. Bon, on attend beaucoup de cela parce que pour nous, c'est une étape importante dans le cadre de l'aménagement de la ville. C'est un contrat de concession qui nous permet de lier un partenariat avec la CEMAG qui pourra assurer la conduite et puis de tous des grands projets de la ville, notamment la réfection de l'église, la construction d'une médiathèque et la renaissance de la rue HL-Bois-Neuf et bien d'autres projets. Évidemment, nous avons d'autres partenaires tels que la région, le département ou la CNGT. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, nous venons quand même de signer un document qui nous permet de mettre en place notre politique de développement de la ville, ce qui va participer également au développement social, au développement économique, au développement culturel, etc. Et puis voir un peu l'amélioration des équipements qui existent déjà. Oui, très satisfaite et puis c'est une fierté de signer cette convention de concession d'aménagement avec la ville de Morne-à-l'Eau. Comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure là, donc je suis une jeune présidente, la jeune présidente de la CEMAG, donc je viens d'être élue et c'est ma première, bien entendu, signature qui va être effectuée dans cette ville et donc d'où cette belle fierté. Donc, et je suis très reconnaissante d'ailleurs à Monsieur le maire, Jean Baradaï, mon collègue au sein du conseil régional, donc de m'engager aussi auprès de la ville de Morne-à-l'Eau pour cette signature. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur la compréhension de l'expression d'une vision politique claire. Derrière l'utilisation d'une procédure longue, complexe, mais efficace, la concession d'aménagement qui assure à la collectivité d'avoir une vision maîtrisée sur son territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Je pense qu'il était important que la collectivité utilise cet outil, qui est le véritable outil d'aménagement du territoire, qui est fort peu utilisé dans nos îles de Guadeloupe, mais qui doit être remis à goût du jour parce que c'est vraiment l'expression technique de la mise en œuvre d'un projet politique maîtrisé. Ce fut vraiment un vrai plaisir. Je pense que toutes les équipes de la CEMAG s'associent à moi, donc pour dire qu'on est très fiers de signer cette concession d'aménagement avec la ville de Morne-à-l'Eau, où on a un projet très ambitieux qui va permettre de reconquérir le centre-ville et surtout, en termes de méthode et d'outils, essaimer et pourquoi pas voir fleurir ces opérations comme on le voit dans d'autres territoires, parce que c'est vraiment l'avenir de la Guadeloupe.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. N'oubliez pas que les tests PCR restent gratuits jusqu'au 31 décembre prochain. Ils devaient être payants à compter d'hier, le 6 décembre, mais finalement, vous avez une petite prolongation puisqu'il va y avoir un peu de tourisme, donc il va falloir pouvoir tester tout le monde et que justement le niveau des prélèvements ne baisse pas trop, puisque les 2-3 dernières semaines, vous savez bien qu'avec le mouvement social, eh bien, ils n'ont pas eu les chiffres escomptés, on va dire ça comme ça. Et aussi, notez une information très 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 importante aujourd'hui, c'est que l'Organisation mondiale de la santé vous déconseille effectivement de vacciner vos enfants, alors que même le gouvernement effectivement français s'engage sur la voie de l'injection de nos petits de 5 à 11 ans. Ils veulent le valider pour le 15 décembre prochain, voire le 20 décembre. Ils avaient dit en fin d'année, début d'année prochaine. Mais finalement, ça s'est un petit peu accéléré, vous voyez. Et la campagne de vaccination pour les enfants devrait débuter donc le 15 décembre prochain. Le principe pour le gouvernement est très simple. Ils attendent la validation de la Haute Autorité de Santé. Mais en tout cas, notez que les doses sont déjà prêtes. Il s'agit de la même formule, sauf que ce sont des versions diluées en fait. Donc un dosage réduit par rapport à celui des adultes. Mais ça reste la même tambouille a priori. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain pour plus d'infos. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. On va retourner du côté de Sainte-Rose, de l'Aboucan-Sainte-Rose, qui a connu quand même sur 23 jours de mobilisation. Ils sont restés quand même bloqués pendant 22 jours consécutifs. On a eu une grosse opération de gendarmerie. Dès 4 heures du matin, plusieurs effectifs se sont rendus dans la zone afin de pouvoir tout déblayer. On va vous montrer un peu tout ça. Il y a eu plusieurs interpellations. On a ouï dire que le leader des Moons Guadeloupe, Ludovic Tolassi, avait été justement été placé en garde à vue, ce qui n'est pas le cas, vu que je l'ai eu d'ailleurs. Donc, a priori, non, il n'est pas en prison ou en garde à vue, ou tout ce qui se dit effectivement sur les réseaux. Et avant de se quitter pour la page de publicité, je dis bonsoir à Patrice Antoine, bonsoir à Marius Labissi, à Clémence Moïsa, à Wilma Blondeau, bonsoir à Germain SJV, bonsoir à Grégory Torjman, bonsoir à Joey Poplife, bonsoir à Joël Yoyot Landry, bonsoir à Mac Boucan, bonsoir à Mieli Pops, bonsoir à Jenna Gior, bonsoir à Phil Woz MRDR, bonsoir à Isabelle Girard, bonsoir à Momo, bonsoir à Momo qui est juste à côté de moi, bonsoir à Véronique Clavier, bonsoir à Béatrice Nourel Mamillonne, bonsoir à Sandra Dorlin, à Henriette Dormois, à Caroline Telchid. Je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai pu croiser ces derniers jours. Vous avez fait preuve d'une gentillesse remarquable envers moi sur le terrain. Sincèrement, j'ai été très touché par toutes vos félicitations et tous vos honneurs. En tout cas, Canal 10 Télévision continue son travail. Ça reste notre credo, ça reste quand même la proximité. On est là à vos côtés. De toute façon, je vous le dis tous les soirs, c'est vous qui faites l'information que nous diffusons. Ce n'est vraiment pas pour rigoler, c'est pas des blagues à pager, vraiment, c'est une réalité pour nous. Et je tiens à remercier effectivement Michel pour ce cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. C'est la marque originelle, c'est guadeloupéen, hein, un petit peu de promotion, un petit peu de com. Ça ne fait jamais de mal. En tout cas, merci beaucoup pour ce cadeau d'anniversaire. Et l'année prochaine, n'oubliez pas de fêter Harry Chalus. C'est mon jumeau d'anniversaire, visiblement. Il est aussi né le 6 décembre. Une bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain et je vous fais encore plein de bisous.